voyez donc deux sinusoïdes. Alors, une sinusoïde, ça peut se caractériser par une amplitude, par une fréquence, c'est-à-dire combien d'oscillations vous avez sur une seconde, et par une phase. Voilà. Et donc, on peut tout à fait représenter les signaux enregistrés, non pas dans le domaine du temps, comme vous voyez ici sur la ligne du haut, mais dans le domaine des fréquences. Autrement dit, ici, vous avez un sinus qui est à une fréquence de 0,02 Hz, un autre sinus qui est à une fréquence de 0,1 Hz, et si on mélange les deux, on va avoir dans la représentation fréquence les deux pics apparaître. Et ça, c'est utilisé dans nos appareils. Il y a plusieurs applications. La première, c'est le filtrage des perturbations, par exemple le filtrage du 50 Hz. Une deuxième, c'est l'identification de certaines réponses périodiques, par exemple quand on fait du flicker, la stimulation en ERG flicker, on va pouvoir comme ça mesurer l'amplitude du flicker de façon plus précise. Ça peut aussi servir à séparer les composantes lentes de composantes rapides, c'est ce qu'on fait pour obtenir en ERG les potentiels oscillatoires, ou ça peut aussi servir à séparer les réponses dans des examens particuliers, comme par exemple les potentiels évoqués par Émichon. Alors, un exemple, le filtrage des perturbations par élimination du 50 Hz. Donc voici à gauche le signal avec cet artefact 50 Hz, et on va par filtrage récupérer la composante 50 Hz. Vous voyez, c'est la somme d'un signal propre et un signal avec purement du 50 Hz. Et pour obtenir ça, on va commencer par transformer notre signal temporel en signal fréquentiel. Ici, vous voyez la composante 50 Hz et ici l'activité dans le domaine des fréquences liées à la vision. On va éliminer dans le diagramme de Fourier, dans le diagramme fréquentiel, la composante 50 Hz, ce qui va nous permettre de récupérer le signal temporel après filtrage. Bon, on ne va pas trop rester dans la technique, mais vous voyez le principe. Et donc, on a plusieurs filtres qui sont utilisés sur nos appareils. Des filtres passe-haut qui vont éliminer les fréquences basses, des filtres passe-bas qui vont éliminer les fréquences hautes, et des filtres rejet de bande qu'on va utiliser, par exemple, pour éliminer la composante 50 Hz liée au secteur. Il faut quand même se rendre compte que l'utilisation de filtres n'est pas, je dirais, anodine. Ça a une influence sur le signal, en particulier si le signal a des composantes dans le domaine de fréquence qu'on va filtrer. Un exemple, c'est l'ERG. Ici, c'est un ERG dans lequel on n'a pas appliqué de filtre. Ici, le même signal dans lequel on a appliqué un filtre passe-bas 100 Hz. On a éliminé toutes les fréquences au-delà de 100 Hz. Mais l'ERG a des fréquences au-delà de 100 Hz, entre 100 et 300 en particulier. Et donc, en faisant ce filtrage, on a éliminé la petite oscillation qui est là, qui correspond au potentiel oscillatoire. On a aussi très légèrement augmenté la latence de la réponse, puisqu'on est passé de 34,5 à 36,3. Donc, on a perdu presque 0,2 millisecondes. Et puis, donc, c'est pour ça que l'ICEV recommande de ne pas appliquer ce type de filtre. Mais bon, dans un environnement clinique courant et où les électrodes ne sont pas toujours tip-top, c'est peut-être pas toujours facile. Et en particulier, si on applique le filtre 50 Hz, vous voyez ici, on voit apparaître des modifications dans la réponse au-delà de l'onde, enfin des ondes A et B. On voit des petites oscillations qui ont été légèrement amplifiées par l'action du filtre rejet 50 Hz. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'application de filtre, même si elle est utile pour éliminer pas mal de problèmes, elle a quand même une légère action sur la forme des réponses et sur les mesures que l'on obtient. La conséquence, c'est que si vous faites des
vous voulez comparer vos résultats à des normes, il faut réaliser vos normes avec exactement les mêmes conditions d'examen. Séparation des composantes de l'ERG. Ici, vous avez donc un ERG qui a été enregistré entre 1 et 300 Hz. Si on applique un filtre passe-bande entre 1 et 80, on va obtenir les composantes lentes, c'est-à-dire les composantes A et B. Si on applique un filtre entre 80 et 300, on va éliminer les composantes lentes pour n'avoir que les composantes rapides. Et c'est ce qui nous permet d'extraire de façon rapide les potentiels oscillatoires, comme vous voyez ici. Bon, pour les gens qui aiment la recherche, on utilise aussi cette technique pour faire ce qu'on appelle de la stimulation multifréquence. Alors, le principe de la stimulation multifréquence, c'est de stimuler deux émis-champs de façon simultanée. Autrement dit, on va faire des renversements de damier sur la partie gauche de l'écran 10 fois par seconde. Le renversement aura lieu 10 fois par seconde. Et sur la partie droite de l'écran, 15 fois par seconde. Et donc, si on regarde ça dans le domaine fréquentiel, alors je vais vous montrer un exemple de patient qui a une hémianopsie. Ça, c'est un champ visuel fait chez un de nos concurrents, je ne vais pas dire lequel, mais vous voyez, donc une atteinte de la partie gauche du champ. Quand on va faire un potentiel évoqué classique, on va obtenir ici une asymétrie entre le recueil sur la partie gauche et la partie droite de l'encéphale. En particulier, dans ce cas ici, on a une atteinte, une altération, une augmentation des latences sur le lobe gauche. Donc des réponses asymétriques. Mais si on fait la technique de stimulation par émis-champ, on voit tout de suite ici, dans le domaine de Fourier, dans le domaine fréquentiel, apparaître une réponse à 15 Hz et pas de réponse à 10 Hz, que ce soit en stimulant l'œil droit ou en stimulant l'œil gauche, ce qui prouve bien que c'est une atteinte post-chiasmatique et que c'est bien une atteinte de type émis-champ, objectivée par les potentiels évoqués. J'en arrive à la conclusion, je suis un petit peu lent, je m'en excuse, mais une fois qu'on a démontré la fiabilité de la réponse, eh bien, on va pouvoir vérifier s'il est anormal. Et donc, on va pouvoir entrer dans le logiciel des valeurs normales. Comme je l'ai dit précédemment, il faut s'assurer qu'on est bien exactement dans les mêmes conditions de stimulation, de filtrage que celles que l'on utilise pour les patients. Et à ce moment-là, on va voir apparaître pour les mesures. Alors, on n'est pas obligé de faire ça sur tous les paramètres. On a classiquement sur ce genre de réponse la latence et l'amplitude de la N75, la latence et l'amplitude de la P100, mais on peut par exemple le faire ça uniquement sur la latence de la P100. Et donc dans cet exemple, on a, à condition de rentrer les valeurs normales dans les paramètres de l'examen, on va montrer que qu'on a 99% de chances que cette réponse soit normale, avec un codage en couleur verte, alors que dans cet autre résultat, on a une altération significative, puisque il y aura moins que 0,5% des sujets normaux qui auront ce type d'altération avec ce type de stimulation. Pour conclure, il y a d'autres solutions techniques pour évaluer la fiabilité des résultats. On pourra, lors de webinaires ultérieurs, vous parler des possibilités d'enregistrer la vidéo, ainsi que d'enregistrer les mouvements oculaires au cours d'examen. Ça peut être des indices supplémentaires pour évaluer la fiabilité du patient. Mais n'oubliez pas, ça sera un peu ma conclusion, que les meilleurs traitements, les meilleures analyses ne vont pas vous affranchir de vérifier au cours de l'examen la stimulation visuelle, la stimulation rétinienne, c'est-à-dire est-ce que le patient regarde bien l'écran, est-ce que la correction optique est faite correctement, est-ce que la position des électrodes, les connexions à l'amplificateur, tout ça sont des éléments importants
avant de pouvoir tirer des conclusions avant même de pouvoir interpréter les résultats. Et pour conclure, eh bien, je vous mets un petit, juste pour illustrer les problèmes qui peuvent s'opposer, voilà, un potentiel évoqué qui est tout à fait anormal, avec une latence mesurée sur la P100, donc on va dire l'onde 3 de 160 millisecondes. Eh bien, et non, c'est pas un problème pathologique, c'est parce que l'opérateur ou l'opératrice a mis les électrodes à l'envers, a inversé l'électrode active et l'électrode de référence. Et si on remet les choses dans le bon ordre, eh bien, on se rend compte que le potentiel évoqué est normal.